Je me réveille après une petite journée de sommeil entrecoupée par les flashs de ce que j'ai vécu cette nuit au travail. J'ai la boule au ventre de savoir que cette nuit encore, je vais devoir retourner travailler. C'est la 6e fois d'affilée, sans repos. Certains me disent de me reposer, mais comment faire pour accepter de rester chez soi alors que c'est la guerre dans mon service? Ma conscience professionnelle me pousse à aller travailler, à accepter le risque d'être au front alors que je suis épuisé et que tous mes proches s'inquiètent pour moi. 17h. Ça fait 1 heure que je suis sur mon téléphone. Je lis l'actualité et je vois dans les médias que les mesures demandées par le gouvernement ne sont pas respectées, que les gens continuent de sortir, sans doute parce qu'ils se sentent supérieurs à tout ça. S'ils savaient. Je lis les nombreux messages reçus par ma famille, par mes amis, par des connaissances parfois perdues depuis de nombreuses années. Tous me disent de me faire attention à moi, mais comment est-ce que je peux faire? Les heures s'enchaînent, les situations compliquées se multiplient, les décès arrivent en masse, la peur me gagne, mais je veux pas lâcher bataille. Ma maman m'appelle, nous entamons une conversation lambda, puis le ton monte. Je m'emporte quand j'entends que elle aussi, elle respecte pas le confinement. J'ai envie de la supplier de rester chez elle, de lui dire que j'ai peur pour elle, pour sa vie, que j'ai pas envie que ce soit la prochaine patiente qui meurt sous mes yeux. Mais visiblement, malgré mes explications, elle semble pas comprendre. Je raccroche et je pleure. Je suis au front et pourtant tellement impuissante pour faire comprendre à mes proches que j'ai peur pour eux. 18h. J'ai besoin de prendre des forces, mais comment faire? D'habitude, je vais voir mes amis et après quelques petites blagues balancées comme ça autour d'une bière, l'énergie revient. Mais confinement oblige, c'est impossible. J'appelle mon neveu. Son ignorance me fait sourire parce que pour lui, c'est Tata qui se bat contre le méchant virus. Je peux pas pleurer. Je peux pas le décevoir. J'ai envie de me battre pour lui, j'ai envie de le serrer dans mes bras et qu'il me donne de la force. Mais confinement oblige, c'est impossible. Je raccroche, j'essaie de gérer mes émotions. Un échec de plus. 19h. Je sais que dans moins de 2 heures, une longue nuit de travail s'annonce. J'essaie d'avaler un repas pour prendre un peu de force, mais rien ne passe. J'ai encore besoin de réconfort, alors je décide d'appeler une amie, pour au moins la 100e fois depuis le début de cette épidémie. Elle me demande de prendre soin de moi, de me reposer, mais je sens dans sa voix qu'elle a peur pour moi. 20h. Je prends ma voiture et je roule jusqu'au CHU où je travaille. En chemin, je rencontre plusieurs personnes en train de courir. Plus loin, je croise un groupe de jeunes, mais j'essaye de rester calme. Enfin, j'essaye. Parce qu'intérieurement, je peux vous dire, je bouillonne. J'arrive au CHU et je croise quelques collègues sur le parking. Certains ont le visage ferme, d'autres exposent leurs craintes et certaines rigolent. Mais je sais qu'au fond, tout le monde a dans un coin de sa tête ce foutu coronavirus. J'ai l'impression de mettre une combinaison anti-émotion quand je mets cette blouse. Je sais que je vais devoir rester forte, peu importe le prix. 21h. Je prends ma relève, et ce soir je suis dans un secteur de 5 lits de réanimation. Nous sommes 3 pour veiller sur nos patients. 2 infirmières et une aide-soignante. Et ça c'est l'effectif standard. On nous avait parlé d'un effectif supplémentaire, mais ils sont où? Ah si, effectivement, je découvre que l'aide-soignante avec qui je travaille est en renfort dans mon service. Mais à la base, elle travaille en pneumologie, et c'est sa première nuit en réanimation. Dans le contexte actuel, devoir former quelqu'un d'extérieur au service est une charge de travail immense, alors qu'on nous avait annoncé des renforts formés. Après 30 minutes pour expliquer à cette aide-soignante très brièvement le fonctionnement du service, ce qu'est un patient de réa et tout ça, je réalise que je suis déjà en retard. Je suis dans le service depuis 1 heure, mais j'ai pas encore vu un seul de mes 2 patients. Je me prépare donc pour rentrer dans la chambre de Monsieur A, 44 ans, admis en réa pour un Covid-19. Il est le papa d'une petite fille de 9 ans et d'un garçon de 6 ans. Il s'est marié avec sa femme l'année dernière après le décès de sa première femme d'un accident de la route qui l'a emporté elle et sa petite fille de 6 mois. Le contexte est posé. C'est lui qui m'a raconté tout ça. Il m'a fait même sourire à plusieurs reprises tellement sa joie de vie était contagieuse. Il est arrivé avec 6 litres d'oxygène au masque et nous l'avons donc intubé assez rapidement pour essayer d'améliorer son état respiratoire. Je me rappelle lui avoir tenu la main pendant que nous l'avons endormi. Il me fixait et je voyais la peur dans ses yeux. Il m'a serré très fort la main et m'a supplié de ne pas le laisser mourir parce qu'il voulait voir grandir ses enfants. C'était ses derniers mots avant de s'endormir après mon injection de kétamine. 23h.
Je me prépare donc à rentrer dans la chambre de Monsieur A avec cet habillage du tonnerre. Blouse, sur blouse, tablier étanche, masque FFP2, lunettes sur chaussures, calot de bloc, 2 paires de gants remontant jusqu'au coude. Je vous laisse imaginer l'angoisse pour les patients quand ils sont conscients et qu'ils nous voient arriver ainsi. Je rentre donc dans sa chambre et il est dans un coma artificiel, sous respirateur, hémofiltre et avec tout un tas de dispositifs médicaux autour de lui. Comme à mon habitude, je parle au patient en sachant très bien que j'aurai pas de réponse. Bonjour monsieur A, c'est l'infirmière. Je suis l'infirmière qui vous a eu à votre entrée et c'est moi qui veille sur vous cette nuit. Bon, je règle un petit peu toutes les machines qui permettent à mon patient de rester en vie quand j'entends toquer à la vitre. Je me retourne et le médecin m'écrit sur une ardoise que nous devons mettre Monsieur A en décubitus ventral. Donc je prépare Monsieur A, le scotch, la vitamine A afin que cet acte se passe bien. 6 collègues habillés en cosmonautes débarquent dans ma chambre. On se croirait dans un film. Mais non, c'est bien la réalité. Nous finissons les soins, je sors car il est bientôt minuit et j'ai toujours pas eu le temps de voir Monsieur B. J'ai uniquement relevé ses constantes comme ça à travers la vitre sans être entré dans sa chambre. Minuit. Le téléphone sonne. C'est ma collègue qui décroche. C'était la femme de Monsieur A qui appelle pour avoir des nouvelles. Je suis malheureusement occupé, alors elle s'excuse et lui demande de rappeler d'ici 30 minutes. J'étais dans la chambre de Monsieur B, 65 ans, retraité infirmier depuis 4 ans, papa de 4 enfants, grand-père de 3 petits-enfants et l'heureux arrière-grand-père d'une petite puce de 1 mois. Soigner un collègue, c'est toujours une sensation particulière. Ça reste un homme que je connais pas, mais qui a vécu tant de situations similaires aux miennes. J'imagine sa vie d'infirmier libéral pendant un court instant, puis je me ressaisis. Je sors de la chambre. Je suffoque sous ce masque qui me permet de soigner mes patients, mais qui me déshydrate au plus haut point. Je prépare une quinzaine de pouces-seringues, une dizaine de pochons de perfusion, je peste contre les médecins qui écrivent comme des romains et je fais quelques calculs de dose, quelques relèves de constante à travers la vitre de la chambre, prépare mes bilans sanguins quand je suis interrompu par ce fichu téléphone. C'était la femme de Monsieur A au téléphone. Elle s'excuse de m'embêter, mais elle est très inquiète et aimerait avoir des nouvelles. Elle me dit qu'elle cherche à nous joindre depuis 16 heures sans succès et il est actuellement plus de minuit. Elle n'est pas énervée, juste inquiète. Je m'excuse à mon tour pour cette difficulté et je lui explique brièvement nos difficultés. Je lui donne quelques nouvelles de son mari et elle me pose tout un tas de questions. Quand vient le moment du Dites-moi, il va mourir ? J'ai envie d'être partout sauf à ce moment-là précis. Ma réponse est fuyante. La situation est grave, madame. Les risques sont graves, mais nous ne savons pas comment les choses vont évoluer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous promets de tout faire pour que votre mari rentre vers vous trois. Je lui dis ça en sachant très bien qu'un patient Covid-19 a seulement 25% de chance de s'en sortir. Mais je peux pas lui dire ça, alors j'y vais en douceur. Enfin, façon de parler. Madame A me demande mon âge, et je lui dis que j'ai un petit peu plus que la vingtaine. Surprise, elle fond en larmes en disant ces mots qui résonnent encore en moi. Vous avez la vingtaine ? Mais vous pourriez être ma fille, et vous êtes la dernière personne que mon mari va voir avant de mourir. C'est vous, aussi jeune que vous êtes, qui veillez sur mon mari, alors que moi, je suis sa compagne depuis 14 ans et j'ai même pas le droit de le voir. Elle avait raison. Je suis jeune, je suis encore novice. Ses propos m'ont vraiment déstabilisé. Elle finit en disant merci, en me faisant promettre de le sauver, en me disant qu'elle compte sur moi. 1 heure. Les médecins font leur visite. Eux aussi sont fatigués, mais ils prennent le temps de nous parler, de nous demander de nos nouvelles, de s'inquiéter pour savoir si on tient le coup. Quelques minutes plus tard, ils nous annoncent l'entrée d'un homme de 72 ans, atteint du Covid-19. Ma collègue s'empresse donc d'aller préparer la chambre. Je me prépare à nouveau pour rentrer dans la chambre de Monsieur B, quand je vois que Monsieur A commence à pas aller bien du tout. Sa tension s'écroule à vue d'œil. J'appelle à l'aide pour que mes collègues m'aident à m'habiller rapidement. Je rentre dans la chambre, seul, avec le cœur du patient qui va sans doute s'arrêter d'une seconde à l'autre. Je vois les médecins arriver derrière la vitre et au même moment, Monsieur A fait un arrêt cardiaque. Je suis un peu déboussolé, pendant 2 secondes je réfléchis par quoi commencer, parce qu'habituellement nous sommes nombreux durant un arrêt cardiaque. Là je sais que j'ai de longues minutes seul. Alors je grimpe sur le lit et je commence à tenter de réanimer Monsieur A. Je suis concentré, la pensée de ses enfants me traverse l'esprit, mais je m'interdis d'y penser. Je lui dis de s'accrocher, enfin je crois que je lui hurle dessus plutôt en disant ça. Un médecin et une collègue infirmière arrivent à mon secours, et nous nous relayons pour le massage cardiaque. Nous souffrons physiquement, ça fait 20 minutes que nous tentons de le réanimer, à 2. Mes mains sont douloureuses, mais j'y pense pas. Dernier choc électrique. Quand Monsieur A reprend enfin un rythme. Il y a un silence pesant dans la chambre. Tout le monde est un peu déboussolé. Pourtant, nous avons l'habitude de gérer ce genre de situation, mais le contexte perturbe tout le monde, je crois. La fatigue se fait ressentir, puis la peur qu'un jour, ce soit nous dans ce lit,
comme si cette épidémie avait provoqué une sorte de prise de conscience chez les soignants. Le médecin et ma collègue sortent de la chambre pour aller voir d'autres patients, et je finis ce que j'ai à faire, puis je sors de la chambre. 2 heures. Après les péripéties de Monsieur A, je sens que j'ai besoin de me poser un instant. Mais ma collègue est débordée et elle a besoin d'aide, alors j'y vais. Je croise les médecins en chemin. Ils me disent qu'ils pensent pas prendre la personne de 72 ans parce que dans les étages, il y a un patient de 27 ans qui décompense. Je pense qu'ils lisent dans mon regard à ce moment-là mon incompréhension. 72 ans? Oui, c'est âgé, mais on va pas lui refuser sa chance quand même. Mais la réponse était si. Il nous reste qu'une place et il faut la prioriser. Prioriser la vie d'autrui. Bizarre comme concept. Monsieur C arrive dans mon service. Je prends ce monsieur en charge et je me retrouve donc avec 3 patients Covid, ce qui est tout simplement ingérable en réanimation. Normalement, nous ne devons prendre que 2 patients par infirmière, ce qui est déjà énorme avec des procédures d'habillage et de déshabillage aussi lourdes. Et là, l'éternelle question du « Madame, je vais mourir ?» me déstabilise toujours autant, mais j'essaye d'y répondre avec calme, sincérité et réassurance. Je discute un peu avec lui pour tenter de lui expliquer ce qui va se passer quand j'entends un scope sonner en alerte maximum. Je m'excuse auprès du patient, je me déshabille et sors en courant. Monsieur A refait un arrêt cardiaque. Je m'habille le plus vite possible, j'appelle à l'aide mais personne ne vient. Mon aide-soignante a disparu, ma collègue infirmière est enfermée dans une chambre. J'ai pas le temps de prendre mon téléphone, la survie du patient en dépend. Alors je m'habille aussi rapidement que possible et je vois le tracé plat de l'ECG. Je hurle de toutes mes forces et quelques secondes plus tard, 4 collègues arrivent avec les yeux écarquillés. Je leur dis d'appeler le médecin et moi je saute sur le lit et commence à massier Monsieur A. Cette fois, je suis stoïque, je pense plus à rien, juste à le sauver. Tout ce que je sais, c'est que j'ai mal et j'ai peur. Une nouvelle fois, je suis seul avec un homme en arrêt cardiaque sous mes mains. Les médecins arrivent, je vois à leur tête leur inquiétude. 2e arrêt cardiaque en moins de 2 heures, ça présage rien de bon. Nous continuons la réanimation pendant plus d'une trentaine de minutes, mais rien n'y fait. Monsieur A rejoint sa petite fille au paradis à 3h58. 4 heures. Je retourne dans la chambre de Monsieur C. Il me pose plein de questions sur mon départ précipité. Je lui explique qu'un autre patient n'allait pas très bien, sans m'étendre. Il me demande s'il est mort. Je déteste ce genre de questions, j'ai encore envie de pleurer. Mais je lui mens et je lui dis que non. Malheureusement, Monsieur C se dégrade au niveau respiratoire et son recours à l'oxygène se majore. Je suis obligé de l'augmenter assez régulièrement. Je demande à travers la vitre à ma collègue de prévenir un médecin et quand il arrive, il me demande de préparer pour l'intubation. Je dois donc expliquer à mon patient de 27 ans que nous allons le plonger dans le coma, lui mettre un tuyau dans la bouche, qu'une machine va respirer à sa place et qu'il a 70% de risque de mourir. Je prends le temps de lui expliquer, de répondre à mes questions et Monsieur C fond en larmes. Alors que 5 minutes plus tôt, il était en train d'envoyer un snap à sa femme et de lui dire qu'il avait une super infirmière. Mais sinon oui, à part ça, le coronavirus, c'est juste une bonne grippe. Je suis triste et énervé. Je monte une épuration extra-rénale et ma collègue aide-soignante n'étant pas formée pour m'aider, je me débrouille toute seule avec bien des difficultés pour la brancher au patient. Je sais que j'aurais perdu un temps précieux à tout lui expliquer et je préfère me mettre en difficulté. Enfin non, je préfère. Non, c'est par souci de temps, je prends cette décision. Ma collègue me fait signe de sortir. C'est à son tour d'avoir besoin d'aide. Son patient fait une hémorragie interne, donc il faut le pousser de toute urgence au scanner. 5 heures. En sortant de la chambre, j'entends le téléphone sonner. En décrochant, je reconnais la voix de Madame A. Mon souffle se coupe. Je pensais que un médecin lui avait annoncé. Elle m'explique qu'elle a eu un message de l'hôpital lui demandant de rappeler le service rapidement, mais qu'elle n'arrivait pas à nous joindre. J'ose pas envisager que cette femme m'a ressenti pendant 1 heure sans réussir à nous joindre. Je sais que les médecins sont occupés. Elle me demande à plusieurs reprises ce qu'il se passe et je suis coincé. Je veux pas lui dire. Je peux pas lui passer les médecins non plus. Je suis comme paralysé. Et ma bouche sort un « Je suis sincèrement désolé, madame ». Madame A hurle au téléphone, me supplie de lui dire qu'il n'est pas mort. Je réitère mes propos et j'ai pas les mots. Je lui dis malheureusement que nous n'avons rien pu faire. La conversation dure une vingtaine de minutes où je lui explique ce qui s'est vraiment passé. Je lui parle tel un robot en essayant de mettre mes émotions de côté, mais c'est dur. C'est vraiment dur. Je raccroche quand les médecins reviennent du scanner et je leur explique que j'ai eu Madame A au téléphone. On échange quelques minutes et les galères reprennent le dessus. Je commence à faire les bilans du matin pour mes patients et Monsieur B chute en oxygène. Nous mettons en urgence sur le ventre. Idem pour Monsieur C. 6 heures. J'entends une conversation entre les médecins qui expliquent que le patient de 72 ans que nous n'avons pas pris est mort sur le petit matin.
Mon chef de service a la voix nouée. Je sais qu'il regrette de ne pas avoir pu lui donner sa chance. Il sait que c'est une décision qui a coûté la vie à ce monsieur. On le sait tous. Et on le vit tous très mal. On aimerait pouvoir faire autrement, mais par manque de matériel, de personnel formé, c'est impossible. Il me reste encore 1 heure à tenir. Alors je me prépare pour effectuer la toilette mortuaire de Monsieur A avec mon aide-soignante. Nous rentrons dans la chambre ensemble, mais au bout de quelques minutes, ma collègue tombe dans les pommes. La vue du retrait de la sonde d'intubation a été de trop. Alors je la sors de la chambre, tant bien que mal, pour lui enlever son masque en pseudo-sécurité, et l'accompagne en salle de pause. Mais malheureusement, j'ai pas le temps de rester avec elle. Je peux pas laisser ma collègue infirmière comme ça toute seule dans le secteur. 6h30. J'ai donc une collègue sur la touche, une toilette mortuaire à faire et tout un tas de médicaments à préparer. Et plus que 30 minutes avant la relève. Mais le téléphone sonne. Madame C décroche, inquiète de pas avoir de nouvelles de son mari. Les médecins n'ont pas eu le temps de l'appeler pour la prévenir. C'était la guerre dans le service cette nuit. Donc je lui explique la situation. Et elle pleure au téléphone. Je me sens une nouvelle fois impuissante face à cette question. Est-ce qu'il va mourir? J'aimerais tellement pouvoir lui dire que non, mais une fois plus, je peux pas. Je vois la relève arriver au moment où je raccroche. Énorme panique qui arrive. J'ai plein de choses non faites, je vais me faire juger, mes collègues vont penser que je suis mal organisé. Après 10 minutes de conversation, ils trouvent la solution la mieux. Enfin, la moins pire, pour limiter la casse. Pendant ce temps, j'en ai profité pour préparer tous les pouces-seringues pour ma collègue, ainsi que toutes les perfusions. Je les ai recommencées 2 fois parce que, avec la fatigue, j'ai eu un doute sur ce que j'ai fait. Puis je m'en vais donner la relève à ma collègue en essayant d'être le plus clair possible, de rien oublier sans pour autant la noyer sous toutes ces informations. Cette infirmière-là, elle est là depuis 3 jours. C'est son premier jour en solo. Je dois donc tout lui expliquer pour la sécurité de mes patients. Je lui laisse mon numéro perso en lui disant de surtout pas hésiter. Si elle a la moindre question, elle peut m'appeler. Elle me pose plein de questions, elle a peur et je suis pas rassuré non plus de lui laisser les 2 patients en charge, mais j'ai pas le choix. Faut que je me repose parce que ce soir, j'attaque ma 7e nuit de travail. 7h15. J'arrive au vestiaire. J'enlève mon armure blanche et je reviens à une civile lambda. J'ai les yeux rouges, des cernes, j'ai mal aux mains, j'ai les pieds en compote et je rentre dans ma voiture. En arrivant chez moi, je prends mon téléphone pour la première fois depuis 20 heures. Je vois sur Snap des amis qui ont fait une soirée hier soir. Je vois sur Facebook un post de ma cousine qui continue à travailler dans un job non essentiel. Je vois des personnes pestées sur le confinement. Je vois des témoignages des infirmières qui sont à bout de souffle. Ma haine est immense. Je parle avec certaines de mes amies et je leur dis que je vais vraiment mal, que je vis au plus mal cette situation, que j'ai peur. Mais personne ne comprend vraiment parce que je peux pas tout leur expliquer. Puis même si je leur expliquais, on peut pas ressentir l'intensité des émotions dans ces situations si on les a pas vécues. J'aurais besoin de les voir. Qui me rassurent, qui me prennent dans leurs bras, qui me disent que ça va aller, qui me donnent du courage. Mais encore une fois, confinement oblige, c'est impossible. Alors je prends sur moi et je vais essayer d'être forte à nouveau. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas pour moi, elle a été particulièrement difficile à tourner parce que le texte est vraiment dur, mais il est vraiment parlant et décrit très bien le quotidien des infirmières en réa pendant cette sale période. Le texte n'est pas de moi, il est anonyme, mais si l'autrice de ce texte se reconnaît, je lui souhaite très sincèrement de prendre soin d'elle et j'espère vraiment qu'elle va mieux depuis. Si jamais vous voulez aller voir le texte complet, parce que oui, j'ai dû faire des cuts à certains moments, parce que le texte est quand même très long, il a été publié sur le groupe Brigade des Nurses sur Facebook. Donc si vous voulez aller le voir, rendez-vous sur ce groupe. Pour rappel, mon objectif à travers cette chaîne, c'est d'aider les soignants à mieux gérer leur charge mentale et donc améliorer un petit peu leur bien-être au travail. Évidemment, je peux pas changer tout ce qui concerne les conditions de travail, ni effacer les traumatismes que vous avez eus pendant cette sale période, mais je peux vous aider à évacuer les émotions et les tensions liées au travail. Si vous voulez un aperçu de ce que je fais, téléchargez la formation gratuite disponible en description qui vous donnera une liste d'exercices de respiration à faire en fin de poste pour évacuer les émotions et vous recevrez aussi des emails quotidiens pendant une semaine pour approfondir certaines choses et découvrir de nouvelles notions. Pour le télécharger, c'est simple, vous cliquez sur le premier lien que vous verrez dans la description ou alors vous vous rendez sur la page soignantheureux.fr/respiration. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.